Avant même de parler de réussite, il faut parler de quelque chose de profondément inconfortable. Pas de motivation. Pas de discipline. Pas de talent. Mais de ces habitudes psychologiques silencieuses qui paraissent inoffensives, parfois même raisonnables, et qui pourtant sabotent lentement la progression sur des années. La raison pour laquelle la majorité des gens n'atteignent jamais la vie qu'ils imaginent n'est pas un manque d'intelligence ou d'opportunité. C'est le fait de répéter les mêmes erreurs internes si souvent qu'elles deviennent invisibles. Elles finissent par ressembler à un trait de caractère. À du bon sens. À la réalité de la vie. Et parce qu'elles semblent normales, elles ne sont jamais remises en question. Si vous voulez réussir vraiment, d'une manière qui s'accumule et s'amplifie avec le temps, la première étape n'est pas de faire plus. C'est d'arrêter de faire 3 choses psychologiques qui maintiennent la plupart des gens enfermés sans qu'ils s'en rendent compte. La première erreur commence tôt, souvent bien avant l'âge adulte, et elle porte un masque rassurant. Elle sonne responsable. Mature. Prudente. C'est la confusion entre la prudence et l'intelligence. À un moment donné, beaucoup de personnes apprennent que prendre peu de risques, c'est être malin. Que rester dans le confort, c'est être stable. Que si quelque chose est incertain, c'est probablement dangereux, et que si c'est difficile, ce n'est sans doute pas fait pour elle. Cette manière de penser ne se manifeste pas comme de la peur. Elle se manifeste comme du réalisme. Comme le fait de ne pas se faire d'illusions. Comme le fait de jouer la sécurité. Le problème, c'est que la réussite ne vit pas dans un territoire psychologique sécurisé. Elle vit juste au-delà. Les personnes qui atteignent une réussite significative ne sont pas dépourvues de peur. Elles ressentent l'incertitude avec la même intensité que tout le monde. La différence, c'est qu'elles n'interprètent pas l'inconfort comme un signal d'arrêt. Elles le perçoivent comme une information. Elles comprennent quelque chose de subtil mais de fondamental, l'anxiété ne signifie pas forcément danger. Elle signifie souvent croissance. Le cerveau humain est conçu pour économiser de l'énergie et éviter l'inconnu, car pendant la majeure partie de notre histoire évolutive, l'incertitude était réellement dangereuse. Aujourd'hui, l'incertitude est précisément l'endroit où se trouvent les opportunités. Les nouvelles compétences, les nouveaux revenus, la liberté, l'identité future, tout cela exige de s'aventurer dans des situations dont l'issue n'est pas garantie. Lorsque quelqu'un évite ces situations, non pas après une analyse rationnelle du risque, mais parce que la sensation d'incertitude le met mal à l'aise, il laisse un mécanisme de survie archaïque diriger une vie moderne. Cette erreur est renforcée par la manière dont nous parlons de la réussite dans notre culture. Nous montrons le résultat, mais nous cachons le chaos psychologique qui le précède. Nous voyons la personne accomplie et nous supposons que la confiance était présente dès le départ. C'est rarement le cas. La confiance est presque toujours un effet secondaire de l'exposition répétée à l'incertitude qui ne vous a pas détruit. Les personnes qui réussissent ne sont pas nées plus courageuses. Elles ont simplement entraîné leur système nerveux à tolérer l'inconnu suffisamment longtemps pour agir malgré tout. La tragédie, c'est que beaucoup de personnes compétentes ne se donnent jamais l'occasion de développer cette tolérance. Elles attendent de se sentir prêtes. Elles attendent que la peur disparaisse. Elles attendent que les conditions soient parfaites. Et en attendant, elles n'avancent jamais. La deuxième erreur psychologique est encore plus subtile, car elle ressemble à de la lucidité. C'est l'habitude de s'identifier excessivement à la personne que l'on est aujourd'hui. On entend des phrases comme « je ne suis pas doué pour ça, ce n'est pas mon truc » ou « j'ai toujours été comme ça ». En apparence, cela ressemble à de l'honnêteté. En réalité, c'est une identité figée déguisée en vérité. Lorsque quelqu'un traite ses habitudes actuelles, ses préférences et ses limites comme des caractéristiques permanentes plutôt que comme des états temporaires, il se coupe sans le savoir de toute possibilité de transformation. La réussite exige de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Si vous protégez votre identité actuelle à tout prix, vous résisterez automatiquement au changement que la réussite impose. Le cerveau adore la cohérence. Il préfère une histoire de soi stable, même si cette histoire est restrictive. Lorsque vous dites « je ne suis pas discipliné », votre cerveau travaille activement pour rendre cette affirmation vraie. Lorsque vous dites « je suis mauvais avec l'argent », votre attention se focalise sur tout ce qui confirme cette croyance. Ce n'est ni de la paresse ni une faiblesse morale. C'est le fonctionnement normal de l'identité. L'identité est un principe d'organisation puissant. Elle détermine quelles actions vous semblent naturelles et lesquelles vous paraissent étrangères. Les personnes qui réussissent comprennent ce mécanisme et l'utilisent consciemment. Elles ne se demandent pas « est-ce que ça me ressemble ?»
Elle se demande, qui dois-je devenir? Ce simple déplacement mental change toute la trajectoire. S'identifier trop fortement à son moi actuel rend également l'échec beaucoup plus douloureux. Si votre identité est fusionnée avec vos compétences présentes, chaque revers devient un jugement sur ce que vous êtes, et non un retour d'information sur ce que vous avez tenté. Cela rend l'expérimentation émotionnellement coûteuse. Beaucoup de personnes évitent les nouveaux défis non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles refusent de menacer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Il leur semble plus sûr de rester, la personne qui n'a jamais essayé, que de risquer de devenir, la personne qui a échoué. L'ironie, c'est que la réussite se construit sur des versions ratées de vous-même que vous êtes censé dépasser. S'accrocher à ce que vous êtes aujourd'hui est l'un des moyens les plus fiables de rester exactement au même endroit. La troisième erreur psychologique donne l'illusion de la productivité. Elle paraît sérieuse, responsable, presque vertueuse. C'est l'habitude de se préparer indéfiniment au lieu de s'engager réellement. Les gens lisent, regardent des vidéos, planifient, optimisent, peaufinent. Ils ont l'impression d'avancer. Ils se sentent occupés. Ils se sentent consciencieux. Mais la préparation devient un piège lorsqu'elle remplace l'action. Le cerveau adore se préparer, car cela procure une sensation de mouvement sans le risque de l'exposition. Vous obtenez la dopamine de l'effort sans la vulnérabilité du jugement, de l'échec visible, ou du contact avec la réalité. Avec le temps, cela crée une illusion dangereuse, l'idée que vous êtes, presque prêt. La réussite ne récompense pas la préparation parfaite. Elle récompense l'exécution imparfaite répétée dans le temps. Il arrive toujours un moment où accumuler plus d'informations cesse d'être utile et devient une stratégie d'évitement. L'esprit se cache derrière l'apprentissage parce que l'apprentissage est confortable. L'action ne l'est pas. Agir crée des conséquences. Agir révèle l'écart entre la théorie et le réel. Agir vous confronte à votre niveau véritable, pas à celui que vous imaginez. Cette confrontation est inconfortable, alors beaucoup la repoussent indéfiniment. Ils se disent qu'ils commenceront quand ils sauront davantage, quand les conditions seront meilleures, quand la confiance arrivera. Mais la confiance arrive après l'action, jamais avant. Ces trois erreurs se renforcent mutuellement. Éviter l'incertitude vous maintient dans un territoire familier. Vous identifier excessivement à votre moi actuel rend le changement menaçant. Vous préparer sans jamais vous engager vous donne une excuse pour rester immobile tout en vous sentant actif. Ensemble, elles forment une cage psychologique qui ressemble au confort et qui parle le langage de la logique. En sortir ne demande pas une transformation radicale du jour au lendemain. Cela demande de remarquer ces schémas lorsqu'ils apparaissent et de choisir différemment, petit à petit. La réussite n'est pas un trait de personnalité. Elle n'est pas réservée à un type particulier d'individu. Elle est le résultat de la flexibilité psychologique. La capacité à tolérer l'incertitude, à relâcher l'emprise sur l'image que vous avez de vous-même, et à agir avant de vous sentir prêt. La plupart des gens n'échouent pas dans la réussite. Ils ne l'attendent jamais réellement d'une manière qui menace leur confort. Si vous cessez de commettre ces trois erreurs psychologiques, vous ne devenez ni intrépide ni parfait. Vous devenez disponible aux opportunités. Et cela change tout. La plupart des gens pensent que la réussite est une question d'effort visible. Travailler plus dur. Se lever plus tôt. Être plus discipliné. Mais ce qui fait réellement la différence se joue bien avant cela, dans des mécanismes psychologiques beaucoup plus discrets. La réussite durable ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de la manière dont votre esprit interprète le monde, les obstacles et surtout le temps. Car il existe une autre erreur profonde, rarement identifiée comme telle, qui empêche des millions de personnes pourtant capables de progresser. Cette erreur, c'est la mauvaise relation au temps et aux résultats. Beaucoup de gens évaluent leurs actions à court terme et jugent leur valeur personnelle sur des résultats immédiats. Ils font quelque chose pendant quelques semaines, parfois quelques mois, et s'ils ne voient pas de changement spectaculaire, ils concluent que cela ne fonctionne pas, ou pire, qu'ils ne sont pas faits pour ça. Cette logique paraît rationnelle. Elle est pourtant catastrophique. Elle ignore une réalité fondamentale de la psychologie humaine et de la réussite, la plupart des efforts utiles produisent des résultats différés. Et le cerveau humain déteste les récompenses différées. Le cerveau est câblé pour privilégier ce qui apporte un soulagement ou un plaisir rapide. C'est un héritage biologique. Dans un environnement incertain, obtenir une récompense immédiate augmentait les chances de survie. Aujourd'hui, ce même mécanisme pousse les individus à abandonner trop tôt ce qui pourrait transformer leur vie. Apprendre une compétence. Construire une entreprise.
Changer son corps. Développer une réputation. Tout cela fonctionne sur un principe cumulatif. Les premiers efforts produisent peu de résultats visibles, mais ils modifient en profondeur les structures internes. Ce sont des investissements invisibles. Et comme ils ne sont pas immédiatement gratifiants, beaucoup de gens les interrompent juste avant qu'ils ne commencent à porter leurs fruits. Ce phénomène crée une illusion cruelle. Les personnes qui réussissent donnent l'impression d'avoir progressé rapidement, alors qu'en réalité, elles ont souvent passé des années dans une phase où presque rien n'était visible de l'extérieur. La différence n'est pas qu'elles obtenaient de meilleurs résultats au départ. C'est qu'elles ne se sont pas arrêtées quand les résultats tardaient à apparaître. Elles n'ont pas utilisé l'absence de feedback immédiat comme preuve d'échec. Elles ont compris que le silence du résultat n'est pas un signal négatif, mais une étape normale du processus. À l'inverse, beaucoup de gens utilisent les résultats précoces comme principal indicateur de valeur. Si quelque chose fonctionne vite, ils continuent. Si cela prend du temps, ils changent de direction. Cette instabilité permanente empêche toute accumulation réelle. Ils deviennent experts en démarrage, mais jamais en persévérance. Ils commencent beaucoup de choses, mais ne construisent rien de profond. Leur énergie est fragmentée. Leur identité aussi. Ils finissent par croire qu'ils manquent de constance, alors qu'en réalité, ils ont simplement une mauvaise stratégie d'évaluation. La réussite exige une forme de foi rationnelle. Pas une croyance aveugle, mais la capacité de continuer à agir sans preuves immédiates, en s'appuyant sur une compréhension du fonctionnement des systèmes à long terme. Cela demande de déplacer le critère de satisfaction. Au lieu de demander « est-ce que ça marche déjà ?», il faut demander « est-ce que ce que je fais est cohérent avec le résultat que je veux à long terme ?» Ce changement paraît simple, mais il est psychologiquement exigeant. Il oblige à tolérer l'incertitude, l'ennui, et parfois même le doute des autres. Cette erreur liée au temps est souvent renforcée par l'environnement moderne. Les réseaux sociaux exposent en permanence des résultats spectaculaires, rarement le processus. Les succès sont compressés narrativement. On voit l'avant et l'après, mais pas les années intermédiaires. Cela déforme les attentes. Beaucoup de gens ne sous-estiment pas l'effort nécessaire, ils sous-estiment la durée. Ils pensent qu'ils échouent parce que ça ne va pas assez vite, alors qu'en réalité, ils sont simplement dans le rythme normal de toute construction sérieuse. Il existe aussi une confusion fréquente entre mouvement et progrès. Être occupé donne l'impression d'avancer, mais toutes les actions ne produisent pas le même effet cumulatif. Certaines activités sont des distractions déguisées. Elles consomment du temps et de l'énergie sans créer de levier. La réussite n'est pas la somme de toutes les actions, mais le résultat de quelques actions répétées de manière cohérente sur une longue période. Identifier ces actions demande de la clarté, mais surtout du courage, car elles sont souvent inconfortables et peu gratifiantes au début. Une autre dimension de cette erreur temporelle concerne la comparaison. Beaucoup de gens évaluent leur progression non pas par rapport à leur point de départ, mais par rapport à d'autres personnes, souvent à des stades complètement différents. Cette comparaison permanente crée une distorsion émotionnelle. Elle donne l'impression d'être toujours en retard, même lorsque l'on progresse objectivement. Elle pousse à accélérer artificiellement, à brûler des étapes, ou à abandonner par découragement. Or, la réussite n'est pas une course synchronisée. Chacun commence avec des contraintes, des ressources et des rythmes différents. Les personnes qui réussissent apprennent à se comparer à leur trajectoire, pas à celle des autres. Elles évaluent si elles sont aujourd'hui légèrement meilleures qu'hier, plus compétentes, plus claires, plus solides. Elles comprennent que la constance bat l'intensité. Que 10 ans de progression modeste surpassent largement 6 mois d'efforts extrêmes suivis de l'abandon. Cette compréhension transforme la relation à l'effort. Le travail cesse d'être une épreuve permanente et devient un processus intégré à l'identité. Cette relation saine au temps permet aussi de mieux gérer les moments de stagnation apparente. Car il y en aura toujours. Des périodes où rien ne semble bouger. Où l'énergie baisse. Où les doutes remontent. Les personnes qui échouent interprètent ces moments comme des signes d'erreur. Les personnes qui réussissent les interprètent comme des phases naturelles d'intégration. Elles savent que le progrès n'est pas linéaire. Qu'il y a des plateaux, des reculs temporaires, des phases de consolidation invisibles. En réalité, la réussite demande une forme de maturité psychologique rarement enseignée. La capacité à travailler sans applaudissements. À continuer sans validation externe. À investir aujourd'hui pour une version de soi qui n'existe pas encore. Cette capacité ne dépend pas du talent,
mais de la manière dont vous traitez l'attente. Si vous voyez l'attente comme une punition, vous abandonnerez. Si vous la voyez comme une partie du processus, vous persévérerez. Arrêter cette erreur psychologique, ce n'est pas devenir patient par nature. C'est changer de cadre mental. C'est accepter que les résultats arrivent souvent en décalé. Que l'effort précède la preuve. Que la construction précède la reconnaissance. Ceux qui intègrent cela cessent de se demander constamment si ça vaut le coup. Ils savent pourquoi ils agissent. Et cette clarté les rend extrêmement difficiles à détourner de leur trajectoire. Il existe une autre erreur psychologique, plus silencieuse encore, parce qu'elle est souvent confondue avec de la prudence émotionnelle. Elle concerne la manière dont les individus gèrent leur rapport à l'échec, à l'erreur et au regard des autres. Cette erreur n'empêche pas seulement la réussite extérieure, elle façonne aussi une vie intérieure marquée par la retenue, l'autocensure et le regret latent. C'est l'habitude d'éviter toute situation où l'on pourrait être perçu comme incompétent, imparfait ou en apprentissage. Autrement dit, la peur chronique d'être vu en train de ne pas encore savoir. Beaucoup de personnes pensent qu'elles évitent l'échec. En réalité, elles évitent l'exposition. Elles évitent les contextes où leur niveau réel pourrait être révélé. Elles préfèrent rester dans des zones où elles maîtrisent déjà les règles, même si ces zones sont étroites et peu stimulantes. Ce comportement est rarement conscient. Il se manifeste par des choix apparemment raisonnables, ne pas se lancer tant que tout n'est pas prêt, ne pas parler tant que l'idée n'est pas parfaite, ne pas essayer tant que le résultat n'est pas garanti. Le problème est que la réussite exige presque toujours de passer par une phase où l'on est maladroit, lent, imparfait, et parfois objectivement mauvais. Le cerveau associe très tôt l'erreur à une menace sociale. Être corrigé, se tromper, être jugé, tout cela active les mêmes circuits que le rejet. D'un point de vue psychologique, cela peut être vécu comme une mise en danger de l'identité. Pour éviter cette douleur, beaucoup développent une stratégie d'évitement élégante, ils ne tentent que ce qu'ils savent déjà faire correctement. Ils construisent une image de compétence stable, mais fragile. Stable parce qu'elle est rarement mise à l'épreuve. Fragile parce qu'elle dépend entièrement de l'absence de risque. Les personnes qui réussissent durablement ont une relation très différente à l'erreur. Elles ne la recherchent pas, mais elles ne la fuient pas non plus. Elles ont compris que l'erreur n'est pas un verdict, mais une donnée. Une information brute sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas encore. Elles savent que l'apprentissage réel est désordonné, inconfortable, et parfois humiliant. Et surtout, elles savent que personne n'atteint un haut niveau de compétence sans passer par une phase visible d'incompétence. Cette différence de relation à l'erreur se construit souvent autour d'un changement de perspective fondamentale. Au lieu de se demander « Qu'est-ce que cela dit de moi si j'échoue ?» elles se demandent « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur ce que je dois ajuster ?» Ce déplacement enlève à l'échec sa charge identitaire. Il cesse d'être une menace pour l'ego et devient un outil de progression. Cela ne rend pas l'échec agréable, mais cela le rend supportable, et surtout utile. Une autre dimension de cette erreur concerne le regard des autres. Beaucoup de trajectoires sont inconsciemment dictées par la peur d'être mal jugé. Peur de décevoir. Peur de paraître prétentieux. Peur de changer aux yeux de ceux qui nous connaissent depuis longtemps. Cette peur agit comme une force invisible qui ramène constamment l'individu vers une version socialement acceptable de lui-même. Une version qui ne dérange pas, ne surprend pas trop, ne remet pas en question l'ordre établi. Le paradoxe, c'est que plus on évite le jugement, plus on devient dépendant de l'approbation. Chaque décision est filtrée par la question implicite « Que vont-ils penser ?» Cette dépendance limite l'autonomie psychologique, qui est pourtant un pilier essentiel de la réussite. Les personnes qui réussissent ne sont pas indifférentes à l'opinion des autres, mais elles ne la laissent pas gouverner leurs choix fondamentaux. Elles acceptent que toute trajectoire ambitieuse implique une phase d'incompréhension, parfois de critique, souvent de solitude. Il y a aussi une illusion très répandue selon laquelle les personnes compétentes agissent avec assurance parce qu'elles sont sûres d'elles. En réalité, l'assurance vient souvent après l'action, pas avant. Attendre de se sentir légitime pour agir est une erreur circulaire. La légitimité se construit par l'expérience, et l'expérience exige de commencer sans légitimité. Ceux qui comprennent cela cessent d'attendre une permission invisible. Ils acceptent d'être débutants, d'être perfectibles, d'être en construction. Cette acceptation change profondément la dynamique intérieure. L'énergie auparavant utilisée pour se protéger est réorientée vers l'apprentissage. L'attention cesse d'être tournée vers l'image et se concentre sur la progression. Les erreurs sont intégrées plus rapidement, car elles ne sont plus chargées émotionnellement.
Le progrès s'accélère non pas parce que la personne devient soudainement brillante, mais parce qu'elle cesse de gaspiller de l'énergie à éviter d'être vue imparfaite. Le paradoxe, c'est que plus on évite le jugement, plus on devient dépendant de l'approbation. Chaque décision est filtrée par la question implicite, que vont-ils penser? Cette dépendance limite l'autonomie psychologique, qui est pourtant un pilier essentiel de la réussite. Les personnes qui réussissent ne sont pas indifférentes à l'opinion des autres, mais elles ne la laissent pas gouverner leurs choix fondamentaux. Elles acceptent que toute trajectoire ambitieuse implique une phase d'incompréhension, parfois de critique, souvent de solitude. Il y a aussi une illusion très répandue selon laquelle les personnes compétentes agissent avec assurance parce qu'elles sont sûres d'elles. En réalité, l'assurance vient souvent après l'action, pas avant. Attendre de se sentir légitime pour agir est une erreur circulaire. La légitimité se construit par l'expérience, et l'expérience exige de commencer sans légitimité. Ceux qui comprennent cela cessent d'attendre une permission invisible. Ils acceptent d'être débutants, d'être perfectibles, d'être en construction. Cette acceptation change profondément la dynamique intérieure. L'énergie auparavant utilisée pour se protéger est réorientée vers l'apprentissage. L'attention cesse d'être tournée vers l'image et se concentre sur la progression. Les erreurs sont intégrées plus rapidement, car elles ne sont plus chargées émotionnellement. Le progrès s'accélère non pas parce que la personne devient soudainement brillante, mais parce qu'elle cesse de gaspiller de l'énergie à éviter d'être vue imparfaite. Il faut aussi parler du coût à long terme de cette erreur. Éviter l'exposition peut préserver le confort à court terme, mais cela génère presque toujours un inconfort différé. Celui du regret. Celui de se demander, avec le recul, ce qui aurait été possible si l'on avait osé plus tôt. Ce regret est souvent plus lourd que l'échec lui-même, car il est irréversible. On peut apprendre d'un échec. On ne peut rien apprendre d'une tentative jamais faite. Les personnes qui réussissent apprennent à accepter un inconfort temporaire pour éviter un inconfort permanent. Elles préfèrent la gêne du débutant à la frustration de la stagnation. Elles savent que le regard des autres change rapidement, et que la plupart des jugements sont éphémères. Ce qui reste, en revanche, c'est la trajectoire. Les compétences acquises. La confiance construite par l'action répétée. Arrêter cette erreur psychologique ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. Cela signifie hiérarchiser correctement les enjeux. Donnez plus de poids à ce que vous construisez qu'à ce que les autres pensent momentanément. Comprendre que l'exposition n'est pas une faiblesse, mais une étape. Et que la véritable sécurité ne vient pas de l'évitement, mais de la capacité à s'adapter. Lorsqu'une personne cesse d'éviter l'erreur et l'exposition, quelque chose de profond se transforme. Le monde cesse d'être un tribunal permanent. Il devient un terrain d'expérimentation. Les choix deviennent plus audacieux, mais aussi plus alignés. La progression devient plus rapide, mais aussi plus solide. Et la réussite, au lieu d'être un idéal lointain, devient une conséquence logique d'un rapport plus sain à soi-même, aux autres et à l'apprentissage. Il reste pourtant une erreur psychologique encore plus profonde, parce qu'elle touche à la manière dont les individus interprètent leurs émotions internes. Beaucoup de gens croient que leurs émotions sont des indicateurs fiables de ce qu'ils devraient faire. Ils pensent que se sentir motivé signifie agir, et que se sentir démotivé signifie s'arrêter. Ils croient que l'enthousiasme est un feu vert, et que la lassitude est un panneau stop. Cette logique paraît intuitive. Elle est pourtant l'une des raisons majeures pour lesquelles tant de projets meurent lentement, non pas par manque de capacité, mais par mauvaise lecture de l'expérience intérieure. Les émotions ne sont pas des ordres. Elles sont des signaux contextuels, souvent bruyants, parfois contradictoires, et rarement conçus pour guider des objectifs à long terme. Le cerveau émotionnel réagit à l'instant présent. Il évalue le confort, la fatigue, l'ennui, la peur, le plaisir immédiat. Il n'a aucune notion de trajectoire future. Lorsqu'une personne attend de se sentir inspirée pour agir, elle confie son avenir à un système qui n'est pas fait pour planifier, mais pour réagir. C'est une délégation dangereuse. Les personnes qui réussissent durablement ont appris à dissocier l'action de l'état émotionnel du moment. Elles ne se demandent pas constamment si elles en ont envie. Elles se demandent si l'action est cohérente avec la direction qu'elles ont choisie. Cette distinction est essentielle. Elle transforme la discipline, non pas en contrainte rigide, mais en fidélité à une intention. Agir sans envie ne devient plus une violence envers soi-même, mais une forme de respect envers ce que l'on veut construire. Cette erreur liée aux émotions est souvent renforcée par un discours culturel qui valorise l'authenticité mal comprise.
On encourage à écouter ses ressentis, à suivre son énergie, à ne pas se forcer. Pris isolément, ces conseils peuvent être utiles. Pris comme principe directeur unique, ils deviennent paralysants. Toute progression sérieuse implique des phases où l'émotion n'est pas alignée avec l'objectif. Apprendre, répéter, consolider est rarement excitant. Si l'on n'agit que lorsque l'on se sent inspiré, on limite mécaniquement la quantité de travail réellement accompli. Il est important de comprendre que les émotions suivent souvent l'action, et non l'inverse. La motivation apparaît fréquemment après avoir commencé, pas avant. Le sentiment de clarté émerge après l'engagement, pas avant. En attendant le bon état émotionnel, beaucoup de personnes restent immobiles, convaincues qu'il leur manque quelque chose d'interne. En réalité, ce qui manque est externe, l'expérience. Le cerveau a besoin de preuves concrètes pour ajuster ses émotions. Ces preuves ne viennent que de l'action. Une autre facette de cette erreur est la confusion entre fatigue émotionnelle et incapacité réelle. Se sentir fatigué, lassé ou démotivé ne signifie pas que l'on est sur la mauvaise voie. Cela signifie souvent que l'on est en train de construire quelque chose qui demande de l'endurance. Beaucoup abandonnent au moment précis où leur système nerveux commence à s'adapter à un nouveau niveau d'exigence. Ils interprètent cette phase d'ajustement comme un signal d'erreur, alors qu'elle est un signe de progression. Les personnes qui réussissent développent une forme d'alphabétisation émotionnelle. Elles reconnaissent leurs états internes sans leur donner un pouvoir excessif. Elles savent qu'une émotion peut être présente sans devoir être obéie. Cette compétence est profondément libératrice. Elle permet de continuer à avancer même lorsque l'enthousiasme baisse, même lorsque le doute apparaît, même lorsque le plaisir immédiat disparaît temporairement. Cela ne signifie pas ignorer ses émotions, mais les replacer à leur juste place. Il existe aussi une peur sous-jacente à cette dépendance émotionnelle, la peur de se perdre soi-même. Beaucoup craignent qu'agir sans envie les transforme en machines, en être déconnectés. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque l'action est alignée avec des valeurs claires, agir malgré l'absence d'envie renforce l'estime de soi. Cela crée une identité de personne fiable, capable de se tenir à ses engagements. Cette fiabilité intérieure est une source de stabilité émotionnelle bien plus solide que la recherche permanente de motivation. Cette erreur émotionnelle est particulièrement visible dans la gestion des routines. Les gens cherchent la routine parfaite, agréable, stimulante, facile à maintenir. Ils abandonnent dès qu'une routine devient monotone. Or, la monotonie n'est pas un échec du système. Elle est une preuve qu'il fonctionne. La répétition est précisément ce qui permet aux compétences de se consolider et aux résultats de s'accumuler. Ceux qui réussissent ne cherchent pas à rendre chaque jour excitant. Ils cherchent à rendre chaque jour utile. Parler de la résistance émotionnelle au long terme. Beaucoup sous-estiment la durée pendant laquelle ils devront agir sans récompense émotionnelle forte. Ils sont préparés à fournir un effort intense pendant une courte période, mais pas un effort modéré sur une longue durée. Or, la réussite est presque toujours le produit de cette seconde configuration. Apprendre à tolérer l'absence de gratification émotionnelle immédiate est une compétence centrale, rarement enseignée, mais déterminante. Lorsque cette erreur est corrigée, quelque chose de profond se réorganise. Les journées cessent d'être gouvernées par l'humeur. Les décisions deviennent plus stables. L'énergie est utilisée plus efficacement, car elle n'est plus gaspillée à négocier intérieurement chaque action. Le mental devient plus calme, non pas parce que tout devient facile, mais parce que le débat interne s'apaise. L'action devient une habitude, pas une lutte. La réussite n'exige pas un état émotionnel idéal. Elle exige une relation mature avec ses émotions. La capacité de les observer, de les comprendre, mais de ne pas leur abandonner le gouvernail. Ceux qui développent cette capacité deviennent étonnamment constants. Ils avancent les jours où ils en ont envie, mais aussi les jours où ils n'en ont pas. Et cette constance, sur le long terme, crée un avantage cumulatif que peu de gens parviennent à égaler. Il existe encore une autre erreur psychologique majeure, souvent masquée par un discours apparemment raisonnable et mature. Elle concerne la manière dont les individus définissent leur identité par rapport à leurs capacités actuelles. Beaucoup de gens se décrivent inconsciemment à partir de ce qu'ils savent faire aujourd'hui, de ce qu'ils ont déjà accompli, de ce qui leur semble naturel ou difficile. Ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour certaines choses, qu'ils ne sont pas ce genre de personnes, qu'ils n'ont jamais été comme ça. Cette façon de penser paraît logique, mais elle agit comme une prison invisible. Lorsque l'identité est figée, toute tentative de changement est perçue comme une trahison de soi-même.
Apprendre quelque chose de nouveau devient inconfortable non pas parce que c'est difficile, mais parce que cela entre en conflit avec l'image que l'on a construite. Une personne qui se définit comme quelqu'un de discret hésitera à prendre la parole. Une personne qui se définit comme peu disciplinée hésitera à instaurer des routines. Une personne qui se définit comme créative mais désorganisée utilisera ce trait comme une excuse pour éviter toute structure. Le problème n'est pas le trait lui-même, mais la rigidité avec laquelle il est tenu pour vrai. Les personnes qui réussissent ont une identité beaucoup plus fluide. Elles ne se définissent pas par ce qu'elles sont, mais par ce qu'elles deviennent. Elles voient leurs traits actuels comme des états temporaires, pas comme des vérités permanentes. Cette flexibilité identitaire leur permet d'entrer dans des rôles inconfortables sans crise intérieure majeure. Elles peuvent être débutantes aujourd'hui, maladroites demain, compétentes plus tard, sans remettre en question leur valeur personnelle à chaque étape. Second. Cette erreur identitaire est souvent renforcée par le langage. Les gens disent « je suis nul en ça » au lieu de dire « je ne l'ai pas encore appris ». Ils disent « je n'ai pas la discipline » au lieu de dire « je n'ai pas encore construit les systèmes adaptés ». Ces formulations semblent anodines, mais elles conditionnent profondément la perception de ce qui est possible. Le cerveau traite les affirmations identitaires comme des faits stables. Plus on les répète, plus elles deviennent difficiles à contester, même face à des preuves contraires. Un autre aspect de cette erreur est la confusion entre confort et alignement. Beaucoup pensent qu'être aligné signifie agir en accord avec ce qui est facile ou naturel. En réalité, l'alignement se situe souvent au-delà du confort immédiat. Il correspond à une cohérence avec des valeurs, pas avec des habitudes. Ce qui est naturel aujourd'hui est souvent le produit de répétitions passées, pas un indicateur fiable de ce que l'on est capable de devenir. Les personnes qui réussissent acceptent que l'alignement puisse être inconfortable, surtout au début. Il y a aussi une peur implicite derrière cette rigidité identitaire, la peur de l'échec public. Changer d'identité, même partiellement, expose à la possibilité de ne pas être crédible. De ne pas être pris au sérieux. De devoir expliquer pourquoi on fait quelque chose de nouveau. Beaucoup préfèrent rester cohérents avec une image limitante plutôt que de risquer une incohérence visible. Cette préférence protège l'ego à court terme, mais limite sévèrement la trajectoire à long terme. Les personnes qui réussissent comprennent que l'identité est un outil, pas une vérité sacrée. Elles l'utilisent pour soutenir leur direction, pas pour la restreindre. Elles adoptent volontairement des identités provisoires qui les aident à agir. Elles peuvent se dire « je suis quelqu'un qui apprend, je suis quelqu'un qui progresse, je suis quelqu'un qui respecte ses engagements », même si ces affirmations ne sont pas encore parfaitement vraies. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est une orientation. Cette orientation identitaire change la manière dont les obstacles sont interprétés. Une difficulté n'est plus la preuve que l'on n'est pas fait pour ça, mais la preuve que l'on est en train de devenir quelqu'un de différent. L'inconfort cesse d'être une alerte négative et devient un signal de croissance. Cette relecture de l'expérience est extrêmement puissante. Elle transforme la résistance interne en matière première pour le changement. Il faut aussi parler de la loyauté envers l'ancien soi. Beaucoup de gens restent attachés à leur version passée, par nostalgie ou par peur de perdre une forme de reconnaissance. Changer peut signifier décevoir certaines attentes, rompre avec des dynamiques anciennes, remettre en question des rôles établis. Les personnes qui réussissent acceptent ce coup. Elles comprennent que rester fidèle à une identité dépassée est souvent plus douloureux à long terme que d'assumer une évolution. Cette fluidité identitaire permet également une plus grande résilience. Lorsqu'un projet échoue, l'identité ne s'effondre pas. Lorsqu'une compétence manque, elle peut être acquise. Lorsqu'un rôle ne convient plus, il peut être ajusté. La personne ne se confond plus avec ses résultats temporaires. Elle se voit comme un système en évolution, capable d'apprentissage et d'adaptation. Cette vision réduit considérablement l'anxiété liée à la performance. Cela ne signifie pas se renier. Cela signifie s'autoriser à évoluer. Se donner le droit d'être en transition. Se permettre d'explorer des versions de soi-même encore incomplètes. Les personnes qui font cela ne se sentent pas moins authentiques. Au contraire, elles se sentent plus vivantes, plus alignées avec leur potentiel réel plutôt qu'avec leurs limites passées. Lorsque l'identité cesse d'être une cage, l'action devient plus fluide. Les choix sont moins chargés émotionnellement. L'apprentissage s'accélère. La trajectoire s'élargit. Et la réussite, au lieu d'être perçue comme réservée à un certain type de personnes, devient accessible à ceux qui acceptent de ne pas rester figés dans ce qu'ils ont toujours été. Une autre dimension cruciale que beaucoup ignorent réside dans la manière dont nous gérons notre attention et nos priorités.
La troisième erreur psychologique qui empêche la réussite durable concerne l'incapacité à distinguer ce qui est important de ce qui est simplement urgent ou distrayant. La plupart des gens passent leur journée à réagir à des notifications, à des demandes externes, à des crises temporaires, croyant que chaque action est nécessaire. Cette confusion crée une illusion de productivité, alors qu'en réalité, l'énergie se disperse, et les actions réellement significatives sont repoussées ou oubliées. L'attention est la ressource la plus rare et la plus précieuse pour la réussite. Pourtant, elle est constamment sollicitée par des stimuli extérieurs qui n'ont rien à voir avec vos objectifs à long terme. Les médias sociaux, les emails, les obligations superficielles, les conseils non sollicités, tout cela capte votre énergie cognitive et émotionnelle, laissant peu de place pour ce qui crée vraiment un effet cumulatif. Ceux qui réussissent savent qu'il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler sur les bons leviers. La clé consiste à apprendre à prioriser au niveau stratégique, pas seulement tactique. Beaucoup de personnes planifient leur journée en fonction de ce qui semble pressant, non de ce qui est réellement important. Elles éteignent les incendies quotidiens, mais jamais celui qui peut transformer leur vie à long terme. Cette réaction permanente crée un stress inutile et un sentiment de stagnation. Les vrais résultats, ceux qui changent une carrière, une entreprise ou une compétence, demandent un investissement concentré dans des domaines à fort effet de levier, souvent invisibles à court terme. La facette de cette erreur est l'illusion de multitâche. Beaucoup croient qu'accomplir plusieurs choses à la fois accélère la progression. En réalité, le cerveau humain n'est pas conçu pour effectuer plusieurs tâches cognitives complexes simultanément. Chaque changement de focus coûte de l'énergie et diminue la qualité de l'attention. Les personnes qui réussissent concentrent leur énergie sur une tâche majeure à la fois, en acceptant que tout le reste puisse attendre. Cette maîtrise de l'attention transforme radicalement la productivité et les résultats sur le long terme. Second. L'importance de cette erreur se révèle aussi dans la gestion des objectifs. Beaucoup définissent des objectifs vagues ou trop nombreux, ce qui disperse l'attention et l'effort. Les personnes qui réussissent définissent des priorités claires et limitent volontairement le nombre de fronts actifs. Elles savent que l'énergie est limitée et que chaque action a un coût d'opportunité. Choisir consciemment ce sur quoi investir son temps et son attention est un acte stratégique, souvent plus important que les actions elles-mêmes. La compréhension de cette erreur psychologique implique également de reconnaître les distractions internes. Le doute, la rumination, la peur, la comparaison, toutes ces pensées consomment une énergie précieuse. Les individus qui réussissent développent des stratégies pour limiter ces distractions internes, que ce soit par des routines mentales, des pratiques de concentration, ou simplement en adoptant un état d'acceptation sur ce qui ne peut pas être contrôlé. Ils savent que chaque moment passé à se laisser emporter par des pensées inutiles est un moment perdu pour l'action significative. Il existe aussi une dimension sociale. Beaucoup sont influencés par les attentes et les demandes des autres, croyant devoir répondre à tout, ne pas décevoir, ou montrer une disponibilité constante. Cette attention mal orientée érode la capacité à travailler sur ce qui compte vraiment. Ceux qui réussissent établissent des limites claires, choisissent leur bataille, et comprennent que dire non à certaines demandes est en réalité un acte de stratégie et de respect pour leurs objectifs. La discipline n'est pas uniquement une question de volonté, mais de gestion de l'attention. Savoir où concentrer ses efforts, quelles distractions éviter, quels signaux externes ignorer, est la compétence centrale qui distingue ceux qui stagnent de ceux qui progressent. La majorité des conseils de productivité échouent parce qu'ils traitent de techniques superficielles, mais ignorent cette dimension stratégique, l'attention et la direction. Une autre conséquence de cette erreur est la sensation de toujours courir après quelque chose sans jamais avancer vraiment. Les individus croient avancer parce qu'ils sont occupés, mais l'occupation n'équivaut pas à la progression. Les vrais résultats se mesurent par l'impact durable des actions choisies, pas par la quantité de mouvements ou la fatigue accumulée. Cette prise de conscience change radicalement la manière dont on structure sa journée, sa semaine et sa trajectoire de vie. Les personnes qui maîtrisent leur attention développent également une résilience mentale plus forte. Elles sont capables de maintenir le focus malgré les distractions et les pressions externes. Elles comprennent que la réussite n'est pas le fruit d'un effort constant mais dispersé, mais de l'application soutenue et concentrée sur ce qui crée de la valeur réelle. La qualité de l'attention devient alors le facteur multiplicateur le plus puissant. Enfin, cette erreur psychologique touche la manière dont les individus mesurent leur progrès. Beaucoup évaluent leur valeur à partir de l'occupation, de l'activité visible, ou des distractions surmontées. Les personnes qui réussissent évaluent leur progression à partir des résultats cumulés de leurs actions les plus significatives, celles qui sont alignées avec leurs objectifs à long terme.
Ce décalage entre activité perçue et impact réel est souvent la source de frustration et de découragement chez ceux qui ne comprennent pas la différence. Corriger cette erreur implique une stratégie simple mais exigeante, identifier les leviers à fort impact, éliminer ou réduire les distractions internes et externes, concentrer l'attention et accepter que la majorité de l'énergie productive ne sera pas visible pour les autres. Cette maîtrise transforme non seulement la productivité mais aussi la perception de soi, la confiance et la résilience émotionnelle. Maintenant, abordons la dernière étape, celle qui permet de transformer toutes ces prises de conscience en actions concrètes et durables. La 7e section de notre script se concentre sur l'intégration et l'application des 3 erreurs psychologiques précédemment analysées. Comprendre ces erreurs est une chose, mais les corriger nécessite une stratégie, une méthode et une discipline mentale. Beaucoup de personnes ont des intuitions brillantes, mais échouent parce qu'elles ne traduisent pas la compréhension en habitudes quotidiennes. La réussite ne réside pas uniquement dans la connaissance, mais dans l'application répétée et consciente de cette connaissance. La première erreur, celle de l'évitement de l'exposition et de l'échec, demande d'adopter une pratique quotidienne de prise de risque contrôlée. Cela signifie créer des micro-expositions où l'échec possible ne menace pas l'identité, mais fournit des informations. Par exemple, si vous voulez améliorer vos compétences en communication, commencez par parler à un petit groupe plutôt qu'à un large public. Si vous voulez développer une compétence technique, expérimentez avec un projet simple avant de passer à des initiatives plus ambitieuses. L'idée est de transformer chaque situation potentiellement intimidante en un terrain d'apprentissage concret. Ce processus réduit progressivement la peur et augmente la confiance, tout en consolidant une relation saine à l'erreur. La deuxième erreur, liée aux émotions et à la dépendance de la motivation, nécessite de dissocier l'action de l'état émotionnel. Pour ce faire, il est essentiel de définir une routine ou un système qui garantit que les actions critiques sont effectuées même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Cela peut inclure la planification de sessions régulières d'apprentissage, de travail créatif ou d'exercice, indépendamment de l'envie. Avec le temps, le cerveau apprend à associer l'action à la progression plutôt qu'au plaisir immédiat. Cette discipline crée une résilience émotionnelle, car les fluctuations naturelles de motivation n'interrompent plus la trajectoire. La troisième erreur, concernant la gestion de l'attention et la priorisation, demande un engagement quotidien à filtrer les distractions et à concentrer l'énergie sur ce qui génère un impact réel. Cela inclut l'établissement de limites claires avec les autres et avec soi-même, la création d'espaces de travail sans interruption, et la planification stratégique des activités les plus importantes. La combinaison de ces pratiques permet de créer un environnement favorable à l'accumulation de résultats significatifs sur le long terme. La cohérence dans cette concentration transforme chaque journée en une étape mesurable vers les objectifs. L'intégration de ces 3 corrections forme un cercle vertueux. Prendre des risques mesurés renforce la confiance et la compétence, ce qui réduit la peur d'agir malgré l'émotion. La discipline émotionnelle assure que les actions sont exécutées même dans les moments de doute ou de fatigue, maximisant la pratique et l'expérience. La gestion de l'attention garantit que cette pratique est concentrée sur les leviers les plus puissants, produisant un effet cumulatif exponentiel. Ce cycle, répété jour après jour, mois après mois, forge non seulement des compétences, mais aussi une identité dynamique, flexible et résiliente. Pour renforcer ces changements, il est crucial d'adopter un suivi régulier. Évaluer ses actions, noter les progrès et identifier les points de friction permet d'ajuster les stratégies sans se décourager. Ce processus de feedback transforme l'expérience en apprentissage accéléré. Plutôt que de subir les obstacles comme des barrières, on les reprogramme comme des opportunités de développement. Chaque erreur, chaque moment de doute, chaque distraction surmontée devient un pas vers la maîtrise de soi et de son environnement. Il est également important de cultiver la patience. Le changement psychologique profond n'est jamais instantané. Corriger ces erreurs nécessite répétition et constance. Les individus qui réussissent comprennent que le progrès réel est souvent invisible sur le court terme. L'illusion de stagnation peut décourager, mais la persistance à travers cette phase invisible est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Chaque micro-étape compte et chaque action répétée consolide les nouvelles habitudes et renforce la résilience. Enfin, la réussite durable ne consiste pas uniquement à atteindre des objectifs externes, mais aussi à transformer la relation avec soi-même. En appliquant ces principes, vous développez une identité de personne capable d'agir malgré la peur, d'avancer malgré le doute, et de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Cette transformation interne est ce qui rend la réussite durable. Elle ne dépend plus de circonstances extérieures, de chance ou de motivation passagère. Elle repose sur des systèmes internes solides,
des habitudes conscientes et une vision claire de ce qui est important. À ce stade, vous êtes armé pour repenser votre rapport à l'échec, à vos émotions et à votre attention. Vous savez désormais que la peur, la dépendance à la motivation et la dispersion de l'attention ne sont pas des fatalités, mais des erreurs psychologiques corrigibles. L'action consciente et répétée sur ces fronts vous place sur une trajectoire où le succès n'est plus un hasard, mais la conséquence logique de choix réfléchis et de pratiques cohérentes.